Mardi 26 mars, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Voici les titres de l'actualité. La région Île-de-France a dévoilé son plan de transport pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Application dédiée, itinéraire bis et navettes gratuites, notamment vers les sites yvelinois. On vous dit tout dans cette édition. Mantes-la-Jolie, véritable repère pour les chasseurs. Le temps d'un week-end, le parc des expositions de la ville a accueilli le 46e salon de la chasse et de la faune sauvage, un événement qui a fait le plein avec près de 49 000 visiteurs. Dans la famille Armanet, vous connaissez sans doute la fille Juliette, mais je demande cette fois-ci le père Jean-Pierre. À 73 ans et après de longues années dans la composition, celui qui habite Le Pec a sorti son premier album. Jean-Pierre Armanet était en concert il y a quelques jours à Saint-Germain-en-Laye, entouré de nombreux artistes. Nous avons pu suivre le concert. Et puis un enfant sur 3 n'a pas la chance de partir en vacances. Pour leur offrir un moment d'évasion, le Secours populaire des Yvelines appelle à la solidarité. L'association recherche actuellement des copains des vacances, c'est-à-dire des familles, pour emmener un ou plusieurs enfants sur leur lieu de villégiature. Nous en parlons dans l'invité du 7-8. Et ce sera avec Pascal Rodier en deuxième partie d'émission. Il est le secrétaire général de la Fédération des Yvelines du Secours populaire français. Mais dès à présent avec moi en plateau, il y a Gabriel Gontier, bonsoir de la rédaction de TV78 pour faire le point sur les actualités du jour dans les Yvelines. Et on commence, Gabriel, avec cette annonce de la région Île-de-France qui concerne les Jeux Olympiques de 2024. La présidente de la région, Valérie Pécresse, a présenté son plan de transport pendant la compétition. Oui, tout à fait, Grégory. 500 millions d'euros, c'est l'investissement de la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité pour les Jeux de Paris 2024. Dans les Yvelines, des navettes gratuites vont être mises en place pour assurer l'accès des spectateurs au site, comme le VTT sur la colline d'Elancourt ou encore l'équitation au château de Versailles. Des lignes de transport seront également boostées comme le RER A et C avec une capacité augmentée de 60 à 70%. Le RER C sera également ouvert toute la nuit du 10 août à l'occasion du marathon pour tous. Selon Île-de-France Mobilité, il y aura autant de déplacements un jour de Jeux Olympiques qu'un jour de semaine en hiver. Il y aura également une application dédiée pour se déplacer pendant ces JO. Vous nous parlez à présent d'un concours d'éloquence, c'est à Verneuil-sur-Seine. Oui, il s'agit de la 36e édition. Les sélections Lions Club Île-de-France Ouest pour le concours d'éloquence se sont tenues ce week-end dans l'école Notre-Dame-les-Oiseaux de Verneuil-sur-Seine. Vous l'avez dit, 13 jeunes lycéens participaient devant un auditoire de 70 personnes et d'un jury. C'est finalement Héloïse Antoine, élève en terminale au lycée Charles de Gaulle de Poissy, qui a remporté l'épreuve. Elle participera à la finale nationale à Orléans en mai prochain. À Elancourt, une statue emblématique vient d'être restaurée. Oui, elle a été endommagée lors des émeutes de juin 2023. La sculpture de bronze du Templier située devant la commanderie d'Elancourt a été rénovée. Des émeutiers avaient tenté de la brûler, interpellés grâce à la vidéosurveillance. Ils avaient été condamnés à des peines allant de 12 à 24 mois de prison. Pour la commune, cette opération représente un investissement de 30 000 euros. Elle a permis aussi de rénover le bronze attaqué par une algue verte ces dernières années. Et on termine ces informations avec un magnifique but, celui d'un Versaillais dans le championnat national de football. Oui, Jordan Mendes se souviendra de son lundi 25 mars 2024. Le joueur de 20 ans a inscrit le but de l'égalisation contre Niort, deuxième du classement. C'était dans le temps additionnel sur un magnifique ciseau acrobatique. Vous voyez à l'image. Le score final, 1-1. L'équipe des Yvelines est classée 10e de national et lutte pour le maintien cette saison. Bah, bravo à Jordan, on revoit le ciseau, on allait le revoir mais ça a été coupé. Bravo à Jordan Mendes pour ce but et merci à vous, Gabriel Gontier, pour toutes ces précisions. Un mot de politique, il y a 100 ans naissait le Parti démocrate populaire, classé au centre. Il est l'ancêtre de l'actuel MoDem et à l'occasion de cet anniversaire, une conférence s'est tenue à Montigny-le-Bretonneux il y a quelques jours. Interview express par Patrice Carmoz. C'est 2 députés, parce qu'on a Anne Bergantz aussi qui siège à l'Assemblée nationale, qui est la suppléante de Jean-Noël Barrot, qui occupe le siège avec beaucoup de talent, pendant que Jean-Noël s'occupe désormais des affaires européennes pour le gouvernement. Et puis vous l'avez dit, c'est un nombre de maires important et d'élus locaux, grâce aux victoires que nous avons pu engendrer aux dernières municipales. Nous
nos partenaires, ce sont les partenaires de la majorité présidentielle au quotidien. Après, il est vrai qu'au conseil départemental des Yvelines, on a 3 maires MoDem, enfin 3 élus du conseiller départementaux MoDem qui siègent dans la majorité du départemental, et ça se passe très bien. C'est une logique aussi de majorité de projet pour le territoire, et on arrive aussi à être à l'échelon local dans une logique de dépassement des clivages, des appartenances partisanes, des étiquettes pour faire avancer le département en l'occurrence. Donc évidemment, on peut chacun avoir sa crèmerie, chacun avoir son étiquette politique, mais on est aussi capable de se rassembler quand c'est nécessaire. Vous savez, moi je dis souvent que je suis un extrême centriste, et dans l'extrême centre, c'est pas mou. Au contraire, on est évidemment très engagé sur nos positions, on a des valeurs, on a des idéaux à défendre. Je crois qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir une parole forte, sans démagogie, d'avoir un discours de vérité, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'être dans le clivage et d'être dans des discours un peu extrémistes, et nous, tout notre enjeu, c'est d'apporter de la modération, mais la modération, encore une fois, ne veut pas dire que c'est moins d'ambition. 4 jours dédiés à l'art de la chasse. Le salon de la chasse et de la faune sauvage a fait son grand retour au parc des expositions de Mantes-la-Jolie. Le rendez-vous a réuni le week-end dernier près de 49 000 visiteurs. Gabriel Montier. Art de vivre autour de la chasse, équipement, armurerie ou encore artisanat. Près de 400 exposants se sont réunis pour la 26e édition du Salon de la chasse et de la faune sauvage, parmi eux des Yvelinois comme cette armurerie de Rambouillet. Là, on a tout ce qui est armes rayées, donc c'est des armes neuves. Après, on a des très belles armes comme celle-ci. Ça, c'est un chapuis. Vraiment, il y a des modèles c'est un modèle qui est complètement gravé avec des jolis bois. Pour cette jeune entreprise yvelinoise, c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de nouveaux acheteurs français et internationaux. C'est super important d'être sur le salon parce que c'est quand même un endroit où il y a quand même beaucoup de chasseurs qui viennent. C'est un rendez-vous incontournable des chasseurs. C'est le cas de ce chasseur belge habitué à venir spécialement à Mantes-la-Jolie pour l'occasion. Je viens de Belgique, c'est la 3e année de suite que j'y viens. Je pense que c'est une tradition, la chasse. Un temps fort également pour les associations du territoire venues faire connaître leurs actions. C'est un endroit de communication, d'échange, de participation et de faire connaître, quoi. Pour sa 26e édition, le salon a attiré les initiés mais aussi quelques curieux. Il y a évidemment énormément de chasseurs, mais il y a aussi des curieux. On parle beaucoup de nous, souvent en mal et à tort. Et on est 4 millions de détenteurs de permis de chasser en France. Et pour tous ceux qui se posent la question et qui ont envie, venez nous voir, venez voir la Fédération départementale des chasseurs, allez voir les associations de chasseurs dans votre commune. Vous verrez, on est beaucoup plus sympa et on fait beaucoup plus de bien que ce que l'on peut penser. Cette année, le salon a réuni près de 49 000 visiteurs, enregistrant même un record d'affluence durant le week-end. Allez, on ouvre la page dédiée aux actualités culturelles dans le 7-8. Depuis samedi et jusqu'au 7 avril, la compagnie Le Petit Cirque plante son chapiteau à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour son spectacle Les Dodos. C'est une programmation hors les murs du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Voici 3 raisons de prendre vos places au micro de Mathilde Franco. Je m'appelle Lionel Massetta, je suis le directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Je vais vous donner 3 bonnes raisons d'aller voir un spectacle qui s'appelle Les Dodos et qui a été conçu et qui est joué par une compagnie de cirque qui s'appelle Le Petit Cirque. La première raison, c'est que c'est un spectacle qui tourne depuis 6-7 ans, qui a fait le tour de France, qui a fait le tour d'Europe, qui est même allé plus loin. Et quand un spectacle est exploité aussi longtemps, c'est que c'est un très très bon spectacle. La deuxième raison,
c'est que si c'est un bon spectacle, c'est tout simplement parce que il y a une imagination absolument débridée. Il mélange à la fois les acrobaties, à la fois la musique. Il est populaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire exigeant, et il s'adresse à tous. Et puis la troisième raison vient de cette deuxième raison, c'est que c'est un spectacle qui est familial. Rares sont les spectacles où les enfants s'amusent et où les parents ne s'ennuient pas, voire les parents s'amusent aussi. Et c'est le cas avec Les Dodos, présenté par le Petit Cirque, la compagnie Le Petit Cirque. Ce sera à la base de loisirs, vous avez un peu de temps, puisque ça va jouer du 23 mars au 7 avril, sous le chapiteau si sympathique des Dodos, 10 représentations à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. De l'ombre à la lumière, à 73 ans, Jean-Pierre Armanet a sorti son premier album. Le musicien originaire du Pecq était il y a quelques jours sur la scène du théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye. Et pour l'occasion, de nombreux artistes ont interprété ses compositions, dont sa fille, bien sûr, Juliette Armanet. Mélanie Poquet a pu suivre le concert. Un moment tendre, accompagné de beaucoup de timidité. Jean-Pierre Armanet a longtemps été dans l'ombre. Le temps d'un concert, il partage avec sa fille Juliette leur amour pour le piano. C'est une émotion à laquelle je commence à m'habituer, mais quand même, c'est quand même ça aussi, c'est un cadeau de la vie en fait, d'avoir formé l'oreille de quelqu'un, sa propre fille. Elle m'apporte aussi en retour des idées et un début d'aisance sur scène. Je suis trop contente d'être là et très fière de mon père. Je suis très heureuse d'accompagner aussi tous ces interprètes qui sont vraiment géniaux. C'est un honneur d'être là, c'est un plaisir, c'est beaucoup d'émotions d'être présente pour accompagner la musique de mon père ce soir. C'est vachement fort. Un concert choral accompagné notamment de Dana Ciocarli, Adélaïde Ferrière et Guillaume Fabre, présents sur l'album et animé par l'humoriste Alex Vizorek. Après des années de composition pour les autres, Jean-Pierre Armanet se lance et fait appel à sa famille musicale pour les interpréter, piano, contrebasse, chant lyrique. Je pense qu'ils avaient envie de faire appel à des instrumentistes qui viendraient seuls, mais aussi des duos pour créer des moments de musique de chambre et surtout réunir plusieurs artistes qu'ils apprécient. Ce sont des artistes extraordinaires qui jouent de façon... Ce sont des artistes internationaux pour la plupart. Et c'est des gens qui restent, avec lesquels je peux travailler et revoir même mes partitions éventuellement sur une demande. Un concert aussi ponctué d'œuvres classiques, laissant entendre les différentes inspirations de chacun. Jean-Pierre Armanet a déjà en tête un prochain album. Le temps d'une soirée, ses compositions ont emmené Saint-Germain-en-Laye dans les nuages. Chaque mardi, Maxence Delacroix se fixe un objectif, vous en apprendre plus sur l'histoire du département. Et ce jeune passionné yvelinois nous parle ce soir des 3 théâtres historiques versaillais. Oui, Versailles, c'est le château, mais il n'est pas le seul à faire rayonner la ville. Aujourd'hui, je vous présente les 3 théâtres historiques versaillais, de leur origine jusqu'à leur utilisation contemporaine. L'Opéra Royal est le plus vieux théâtre de la ville. Inauguré le 16 mai 1770, il est situé à l'extrémité de l'aile nord du château de Versailles. Le mariage entre le futur Louis XVI et Marie-Antoinette était le prétexte idéal pour cette inauguration. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, l'utilisation de l'opéra comme une salle de théâtre était assez restreinte puisqu'il y avait énormément de bals et de moments de divertissement. Le Montansier est indiscutablement le théâtre principal de Versailles. Inauguré le 18 novembre 1777 en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette, l'initiative de ce théâtre revient à Marguerite Brunet. Autrement appelée Mademoiselle Montansier, cette dernière voulait voir la construction d'un théâtre à l'anglaise dans la cité royale. Le théâtre de la Reine a été conçu par l'architecte Richard Mick entre 1778 et 1780. Cette petite salle de comédie est un lieu secret pour la reine, loin de la cour de Versailles et de ses tourments. On l'a donc compris, les théâtres de Versailles ont fortement marqué l'histoire de la ville.
Les fêtes de Pâques approchent à grands pas. À cette occasion, Mathilde Francoux et Gabriel Gontier sont partis à la découverte de 2 chocolateries yvelinoises. Entre savoir-faire et gourmandise, elles nous partagent leurs secrets de fabrication de pièces étonnantes. Ce soir, dans ce 2e épisode, Cécile, artisan chocolatier à la cabane de Gris-Mahoudan, nous montre comment confectionner un chocolat de A à Z. Alors Cécile, là on est dans le laboratoire, c'est ici que tout se passe. Par quoi on commence? Alors là, en fait, on va d'abord mouler nos pièces. Donc on a des moules demi-sphères typiquement pour faire la tête du lion ou son corps. Et Duncan là, va vous montrer comment on moule le corps du lion. Donc en fait, on remplit les cavités avec du chocolat. Voilà. Donc là, il va vibrer sur la table vibrante pour évacuer les bulles d'air. Pour éviter qu'on ait des petites imperfections justement sur les moulages. Et ensuite, il vibre à nouveau en retournant le moule pour évacuer le surplus de chocolat et maîtriser la finesse du moulage. Là, on le voit, le moulage est fait. Qu'est-ce qui se passe après? Il faut monter toute cette structure, c'est ça? C'est ça. Alors là, déjà, on va faire refroidir notre moule au frigo pour pouvoir le démouler correctement. Et ensuite, effectivement, on va faire un montage de toutes ces cavités-là pour arriver à créer une pièce voilà, qui ressemble à quelque chose. Là, je vous ai préparé à l'avance quand même mes petites sphères. Donc, j'ai collé 2 demi-sphères entre elles. C'est le résultat final une fois qu'on les a assemblées. Exactement. Donc, ça, c'est le corps du lion. Du coup, je vais venir faire fondre mon corps et le coller sur la plaque qui nous servira ensuite à aller à l'atelier de pulvérisation pour lui donner un peu de couleur. En le faisant chauffer, finalement, vous créez un peu une colle naturelle? Oui, c'est ça. Je rajoute un petit peu de chocolat quand même pour la solidité. C'est ça. Et je viens coller sa petite tête. Alors on voit que c'est un travail quand même extrêmement minutieux. Combien de temps ça prend d'assembler une telle pièce? Alors, une pièce comme celle-ci, faut bien compter un bon quart d'heure, 20 minutes par pièce. Voilà, c'est vrai que la chocolaterie, c'est quelque chose d'assez chronophage, qui prend du temps. Alors avec vous Aurélie, on va faire l'avant-dernière étape, c'est la pulvérisation. En quoi ça consiste? C'est un processus qui permet d'améliorer la netteté de la pièce et ajouter de la couleur, de la gaieté pour Pâques. C'est toujours plus sympa. Et bah c'est parti. C'est parti. Du coup là, notre pulvérisation, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un mélange de beurre de cacao et de chocolat au lait, vu que c'est une pièce chocolat au lait. Voilà, c'est bien plus net. Et là, après, on va mettre du rouge au niveau de la fourrure pour ajouter la couleur de la pièce. Cette impression de chocolat bien lisse, bien voilà, brillant. c'est ça. Alors Cécile, on passe à la dernière étape. Cette fois, c'est l'étape de finition. Il est déjà presque terminé. Quels sont les éléments qui manquent là? Et bien là, on va lui donner une expression vraiment, en lui mettant des yeux, un petit nez, une langue. Voilà, donc on y ajoute les éléments finaux pour que la pièce soit la plus jolie possible. Alors on les voit, les éléments ici, même les yeux se mangent, tout se mange. Tout est en chocolat? Tout est en chocolat, tout à fait, oui. Bon bah c'est parti. Je laisse nous montrer comment on positionne ça. Pour une pièce comme celle-ci, combien il faut compter? Alors il faut compter 47 €. Voilà, on essaye de maintenir nos prix de façon raisonnable parce que avec l'inflation forcément tout augmente et surtout le chocolat. Mais bon, on tient le coup. Après ça c'est une des plus grosses structures pour les gens qui ont un plus petit budget. Il y a d'autres pièces tout à fait, ça va à tous les prix. Exactement, ça va de 4 € à 75.
à votre pièce. Merci Cécile. Alors nous on repart avec notre Roi Lion et si vous aussi vous avez envie de découvrir cette collection, elle est à découvrir jusqu'au 20 avril. Dans un instant, l'invité du 7-8, mais juste avant, on va regarder les prévisions météo de demain. Le retour du soleil n'est pas pour tout de suite, il va falloir s'armer de patience. En attendant, demain matin, la grisaille dominera le ciel dans le ciel yvelinois. Il fera 8 degrés dans le nord du département à Mantes-la-Jolie, 7 degrés à Versailles et Houdan. C'est un peu plus frais au sud dans le secteur de Rambouillet avec 6 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez de la pluie. Côté température, c'est similaire à aujourd'hui, 11 degrés à Mantes-la-Jolie, 10 degrés sur le reste du territoire. Et demain, mercredi 27 mars, nous fêterons les Habibs. Tout de suite, l'invité du 7-8. Et notre invité, Pascal Rodier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération des Yvelines du Secours Populaire Français. Et on parle avec vous des vacances, car l'association a lancé un appel à la solidarité pour permettre à des enfants qui n'ont pas cette chance de pouvoir partir en congé. Juste avant cela, on va présenter aussi ensemble un événement qui sera une première pour le Secours Populaire des Yvelines. C'est un marché pop qui se tient demain à Trappes. C'est de 14h à 18h à la salle Jean-Baptiste Clément. Un événement solidaire pour 250 familles inscrites aux antennes de Trappes, Guyancourt et La Verrière. Alors très concrètement, ces personnes pourront avoir accès, moyennant 5 € à un panier de produits frais et locaux, des fruits et légumes qui seront en libre service. C'est une action qui se fait en complément des distributions alimentaires habituelles ? Complètement, c'est conçu vraiment comme un marché éphémère, puisque c'est tout de même un dispositif assez lourd, aussi bien financièrement qu'en termes d'organisation. Et s'il fallait qu'on puisse le dupliquer régulièrement pour l'ensemble des personnes aidées par le Secours Populaire, il faudrait qu'on ait des moyens encore plus importants que ceux dont on dispose. Et donc là, c'est vraiment des marchés éphémères pour mettre un peu l'accent sur le fait que s'approvisionner en produits de qualité, tout le monde a envie, mais tout le monde ne peut pas forcément parce que les budgets ne suivent pas. Et là, double objectif pour soutenir ces familles, on imagine aussi pour soutenir tout simplement les producteurs locaux ? En fait, oui, c'est une démarche qui s'inscrit sur plusieurs années. En fait, ça fait avec la crise du Covid, on a constaté, vous comme moi, le grand public, je veux dire, et puis les associations, que pour les agriculteurs, il pouvait y avoir aussi des phénomènes de crise qui s'installent et une difficulté à écouler la production. Et en fait, on a eu depuis ce temps-là la volonté de se rapprocher des producteurs plutôt en circuit court pour faciliter nos organisations et nos coûts logistiques, et puis aussi parce qu'on trouvait que c'était plus rationnel. Et puis on a la Fédération des Yvelines, donc voilà. Et donc on a créé petit à petit comme ça un système et une équipe qui va au-devant des producteurs pour pouvoir éventuellement créer des solidarités. On a assez souvent un très bon accueil. Et là, il y a un dispositif national qui s'appelle Mieux manger pour tous, dans lequel l'association s'est inscrite au niveau national. Et donc, du coup, ça produit ses effets maintenant sur le département des Yvelines à plein, quoi. Avec des producteurs locaux, il y aura des producteurs des Yvelines qui ont participé à cette première édition ? Alors, il y a des producteurs franciliens, il y en a 3-4 des Yvelines, et le reste vient du 77 ou du 91, donc de la Seine-et-Marne ou de l'Essonne. Et c'est un réseau de solidarité qui se met en place tranquillement et gentiment. Alors sur place, il y aura également des stands, notamment autour de la santé et de la nutrition. On le sait qu'il y a un lien entre précarité et malnutrition qui peuvent conduire à des phénomènes de surpoids ou d'obésité. C'est important de pouvoir aussi permettre à ces familles de bien s'alimenter. En fait, vous savez, la plupart du temps, les gens, même en situation de précarité, savent à peu près comment s'alimenter correctement. Mais c'est souvent des contraintes économiques qui font que c'est compliqué de pouvoir se procurer des fruits, des légumes. Alors quand on va en plus dans l'agriculture sous label, c'est encore un petit peu plus majoré. Et les phénomènes d'inflation qu'on connaît tous frappent encore plus durement les personnes en situation de précarité. Je voulais tout de même rappeler ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en situation de précarité qu'on ne sait pas forcément bien s'alimenter. Parfois, ça peut être un petit peu compliqué, mais quand même, la plupart du temps, les gens connaissent en gros les grands équilibres. Le vrai problème, il est plutôt pécunier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le manque de ressources qui fait que c'est compliqué. Puis après, on a quand même pas mal de nos publics qui sont des familles monoparentales,
Et pour les mamans, souvent, donc c'est à peu près 30% du public quand même, pouvoir faire la cuisine en plus de s'occuper des enfants et puis de rentrer du travail avec toutes les pressions qui s'accumulent, c'est pas forcément quelque chose de simple. Et donc cuisiner des fruits et des légumes, c'est pas toujours facile non plus. Et c'est une première qui en amènera d'autres. Il y a déjà une prochaine édition qui est prévue à Limay en mai. Voilà, c'est ça, en fait, on a prévu, si tout va bien, d'ici la fin de l'année, on en conduira au moins 4. On voudrait, sur les 3 années qui viennent, donc de 24 à 26, 2026, pouvoir en proposer à peu près 4 par an. Bon, après, si ça crée une émulation collective, peut-être qu'il y en aura plus. Mais là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même 2,5 tonnes pour 250 colis qui vont être réalisés. Donc c'est une petite organisation logistique. Et puis c'est des coûts quand même. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est un petit peu tourner sur l'ensemble du département pour aussi faciliter la mise en relation des structures locales avec des producteurs vraiment proches, quoi, s'il y a des solidarités comme ça naturelles qui se créent. Et puis on verra, on accompagnera tout ça. Alors sur place d'autres stands, et notamment un qui est dédié à l'accès aux vacances. C'est un de vos chevaux de bataille, permettre à un maximum d'enfants de pouvoir partir ailleurs, s'évader pendant quelques jours. Un enfant sur 3 ne part pas en vacances. Ce sont pourtant des moments de bonheur qui forgent des souvenirs. Ça participe au bien-être des enfants de pouvoir partir en vacances. Ah bah complètement, je pense que si vous avez eu la chance comme moi de pouvoir partir en vacances quand vous étiez enfant, ça vous forge et puis ça vous suit toute votre vie. C'est des souvenirs, des liens qui se créent aussi. C'est des souvenirs et des liens assez indélébiles. On a des exemples d'enfants qui sont partis en vacances dans des familles de vacances bénévoles dont on va parler un petit peu plus, qui continuent de créer des liens. Ça dure après parfois toute la vie. Alors parmi vos actions, il y a Copains des vacances, c'est permettre justement à des enfants de 6 à 12 ans de partir en vacances au sein de familles qui les accueillent pendant des séjours. Et vous avez lancé un appel à la solidarité pour trouver des familles. Quels sont vos besoins actuels ? En fait, on aimerait bien pouvoir faire partir une centaine d'enfants par ce dispositif-là. Alors il faut savoir qu'on a un réseau quand même de fédérations départementales et on a un nombre relativement conséquent d'enfants qui partent en province par ce dispositif-là. Et nous, en fait, dans le département des Yvelines, on souhaiterait constituer progressivement comme ça un élan yvelinois, parce qu'on sait aussi que les habitants des Yvelines partent souvent en province pour les vacances. Et donc, dans la voiture, en se serrant un petit peu, on peut peut-être emmener un copain de plus pour les vacances, pour partager ce temps-là. Et le département des Yvelines, à lui tout seul, ça a toujours été une fédération assez motivée par ce dispositif-là. Et l'année dernière, on représentait à peu près 10% du contingent global d'enfants qu'on a pu faire partir par ce biais-là. Il y a des familles qui reviennent chaque année, qui se reproposent ? Oui, voilà. Alors après, malheureusement, d'une certaine manière, ou heureusement pour les gens qui en bénéficient, une famille qui réinvite un enfant l'année d'après, pour nous, entre guillemets, c'est une famille qui est affecté entre guillemets à un enfant, donc il faut toujours renouveler le contingent de familles prêts à se montrer solidaires. Et puis c'est dans une démarche d'éducation populaire aussi rappeler que prendre un enfant en vacances avec soi, ça vous enrichit aussi, c'est-à-dire que en fait ça ne bénéficie pas qu'à l'enfant que vous invitez. Pour vous, en tant qu'individu, c'est aussi un enrichissement parce que ça élargit aussi vos horizons à vous, puis ça permet c'est un engagement quand même fort, c'est pas quelque chose d'anodin de partager son intimité avec un enfant. Il faut faire connaissance, il faut parfois s'apprivoiser entre enfants à l'intérieur de la famille. Mais bon, en règle générale, ça se passe très bien. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Comment on fait pour devenir famille des vacances ? Alors en fait, il faut se manifester auprès de la fédération des Yvelines. Donc le plus simple, c'est de passer par le site internet maintenant. C'est quand même le plus simple. Et puis il y a quelqu'un qui prendra contact avec vous, qui verra un petit peu ce que vous proposez entre guillemets comme cadre de vacances. Il y a un minimum de sécurisation aussi qui est demandé dans un montage administratif. Et puis après, il y a une subtile alchimie d'assemblage d'enfants qui s'inscrivent dans les permanences d'accueil du secours populaire avec... Il faut que ça matche avec les familles que l'on trouve. Et puis la plupart du temps, on y arrive. Et ça permet comme ça de créer des solidarités qui marquent un petit peu tout le monde.
Le site internet s'est affiché pour prendre contact avec vous. Merci d'être venu parler de ces sujets en plateau. Pascal Rodier, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération des Yvelines du Secours Populaire. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci pour votre fidélité. Et demain, pour une nouvelle édition, vous retrouverez Mathilde Franco à la présentation. Belle soirée sur TV78.